Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Ursula Hasenbusch, franco-allemande, qui m'a accueillie dans le jardin de sa maison avec beaucoup de gentillesse. L'interview a commencé par une petite obade de handpan, instrument dont elle a appris à jouer récemment. Passionnée de musique, de sport et de bien d'autres choses, Ursula organise des house-concerts chez elle une fois par mois et reçoit des artistes du monde entier. Interview au jardin, bercée par le son du handpan, des oiseaux et parfois d'un train qui passe. Quel âge avez-vous ? Je vais avoir 75 ans au mois de janvier. Quel est votre parcours professionnel ou personnel ? Quelques étapes de votre vie qui sont clés pour vous ? Alors, je fais mes études en Allemagne, la totalité de mes études à Bonn, Londres et Fribourg. Donc, là-bas, je fais des études d'anglais et de français, langue étrangère, pour être prof en principe. Et à la fin de mes études, comme je vais passer une année en Angleterre, mais pas en France, uniquement en tant que fille au père pendant les vacances, j'ai voulu améliorer mon français. Je demandais un poste de lectrice via le DAAD. C'est l'organisme d'État qui envoie les jeunes chercheurs à l'étranger pour enseigner dans les universités en tant que lecteur-lectrice. Donc j'ai été envoyée en France, à Toulouse, que je ne connaissais pas du tout. Et je n'ai jamais regretté. Donc ça, c'est une des premières étapes. Et ensuite ? Ensuite, donc j'étais venue à Toulouse pour 1 an ou 2, et l'année prochaine, ça fera 50 ans que j'y suis. J'ai connu le père de ma fille, et puis comme beaucoup, pour des raisons personnelles, je suis restée. Donc vous avez été enseignante ? J'étais enseignante ici, donc en Allemagne, j'étais enseignante d'anglais et de français, et ici, je fais un crash course pour enseigner l'allemand en langue étrangère. Et donc, comme j'étais linguiste, j'ai été prise à l'université Jean Jaurès pour enseigner l'allemand. Beaucoup en filière LEA, mais aussi en LCE. Et à côté, j'ai donné des cours à la fac de droit, à l'antenne de Montauban pour les archivistes et archivistes et bibliothécaires, à l'ESUCA, qui était l'école intégrée à la fac des traducteurs. Et un peu plus tard, j'ai pris la relève au conservatoire pour être prof d'allemand pour les chanteurs lyriques et les chanteurs d'opéra. Ça, c'était la partie qui m'a plu le plus. Justement, quel regard portez-vous sur votre parcours professionnel ? Vous avez aimé enseigner ou... J'ai toujours aimé le contact avec les jeunes. J'ai beaucoup aimé à la fac par rapport au secondaire, où j'ai enseigné aussi à l'école franco-allemande de Colomiers, parce que les gens viennent de leur propre gré. On n'a pas besoin de leur courir après. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. C'est des groupes en principe, au moins en allemand, plus petits que dans le secondaire. Et j'aime le contact avec les jeunes, ça c'est sûr, l'échange. Je n'étais pas toujours d'accord avec les réformes, et c'est pour ça que j'ai arrêté au moins à la fac du Mirail à 63 ans, parce que les dernières réformes du supérieur ne me convenaient pas du tout et je ne voulais pas enseigner dans ces conditions-là. Mais j'ai gardé le conservatoire jusqu'à l'âge de 70 ans. Quels obstacles avez-vous rencontrés ou pas dans votre vie ? Professionnel ou En général. en général? Dans la vie professionnelle, pas vraiment. J'aurais voulu, après mes études de langue, j'aurais aimé faire l'école des diplomates. C'était un peu dans mes rêves. Et mon père m'avait dit, on t'a payé les études de langue, on a fait le même parcours pour ta sœur. Si maintenant tu veux continuer, il faut te débrouiller pour le financer. Donc j'étais venue un peu comme ça à Toulouse pour faire des économies et continuer après. Et puis bon, la vie privée a fait que je n'ai pas repris les études de diplomate. Et dans ma vie personnelle, les obstacles, un obstacle que je n'ai pas vécu sciemment parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais j'avais 1 an lorsque ma mère est décédée à l'âge de 26 ans. Et je pense que inconsciemment, ça a dû me marquer quand même beaucoup. Après, c'était le divorce qui pour moi a été brutal. Le jour des 3 ans de ma fille, mon mari est arrivé en disant pas la peine de revenir des vacances, j'ai quelqu'un d'autre. Et là, je suis fière. Pourtant, j'étais à côté de la plaque, mais je n'ai pas raté un seul cours pour des primes ou autres, parce que le travail, ça donne aussi la force de penser à autre chose.
Après, c'était le départ un petit peu de ma fille, Loane. Après ses études, au Mirail, elle est partie en Allemagne et en vieillissant, je me rends compte que mes parents ont dû souffrir aussi un petit peu de la distance. La distance, quand on a un enfant unique, ça peut être, un problème. Elle vit toujours en Allemagne. Elle vit toujours en Allemagne et aussi la perte de mes parents. J'étais très, très proche de ma deuxième mère, celle qui m'a élevée et elle est partie à 99 ans et même si j'ai eu cette chance d'avoir mon père jusqu'à 94 ans, ma mère jusqu'à 99 ans, c'était quand même très, très dur parce qu'on était très proches et je partais tous les 2 mois au moins, en Allemagne. À l'époque, c'était possible et maintenant que je n'ai plus de pied à terre parce que la maison est vendue, ça me manque. J'aurais jamais pensé que je reste quand même, allemande à ce point dans mon âme, parce que ça me fait maintenant beaucoup plus de temps que je suis en France. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier? On va dire vos petites victoires. Mes petites victoires. Je suis fière d'avoir réussi le bilinguisme avec ma fille, parce que c'est quand même un plus, je pense, dans la vie professionnelle. Je suis un petit peu fière quand même d'avoir aidé pas mal de jeunes musiciens en les invitant chez moi et en collaborant, que ce soit avec la pause musicale, que ce soit avec Notre-Dame de Lorette, la chapelle de Fitou, la chapelle Saint-Germain de Cessaras, avec lesquels j'ai collaboré pour organiser des concerts. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ça? À partir de quand vous avez décidé d'organiser des concerts chez vous? C'est quelque chose d'important? Au départ, c'était 3 concerts dans l'année, un par trimestre, disons. Après, j'ai eu tellement de demandes parce que les gens, même les musiciens, s'ils ne deviennent pas riches chez moi, ils aiment cette ambiance en petit comité, en acoustique. J'insiste là-dessus parce que là, on peut vraiment pas fausser le son. Ouais. C'est la vraie musique pour moi. Et ça intéressait aussi les intermittents du spectacle parce que je peux faire des déclarations Guizot. Donc, ça a commencé comme ça et après j'ai collaboré avec, de temps en temps, avec Joël Saurin. Il y aura un concert je crois que c'est le 9 novembre à la pause musicale avec 2 Indiens qui viennent pour la fête d'Ivali, qui est la fête des Lumières et qui viennent aussi pour un concert, chez moi et j'ai beaucoup collaboré avec, Christophe Ferry à, Notre-Dame de Lorette, mais malheureusement ça a été vendu et les nouveaux propriétaires ne continuent pas les concerts et la chapelle de Fitou et la chapelle Saint-Germain de Cessaras, c'est la Covid qui a fait qu'ils ont arrêté. Vous avez donc un certain intérêt pour la musique. Depuis quand est-ce que vous avez appris la musique enfant? J'ai dû avoir des cours de piano de 8 ans à 18 ans et on était un peu la famille, cliché, allemande. Mon père jouait du violon, ma mère du piano, ma sœur la flûte basse et moi la flûte de C. Donc on a toujours fait des mini-concerts à la maison et les house concerts où on invite des amis, d'autres musiciens pour faire de la musique ensemble. C'est un peu typiquement allemand et quand j'ai commencé dans le lotissement, j'avais un Anglais, violoniste en face, donc on a échangé aussi nos passions et donc ça fait 20 ans que je le fais. Au début, donc comme je disais, un par trimestre, après c'était un par mois, à un moment donné c'était même 2 par mois et maintenant je réduis parce que ça a un certain coût. Donc je réduis un petit peu, mais en général, il y a quand même un concert par mois. Et quelles sont les activités que vous pratiquez encore aujourd'hui? Je fais encore du yoga, je fais donc les handpan, je fais de la peinture, je fais tricot, travaux crochet. Je prépare, toujours un marché de Noël, en plus en grande partie pour ADVO, donc ADVO, l'aide au développement des villages d'Ouchagram. Pouvez-vous me parler justement de votre action avec ADVO? Comme le nom le dit déjà, nous ne voulons pas le faire à leur place, mais nous voulons les aider à se développer, surtout les femmes. Donc il y a l'alphabétisation, il y a une école, on paye la scolarité pour 20 filles, qui sont des filles de familles d'agriculteurs qui autrement ne pourraient pas aller à l'école. On fait des projets éducatifs, notamment pour les filles aussi, contre les viols, comment on peut se protéger, contre les mariages arrangés d'enfants. Même si c'est illégal, ça se pratique toujours. On accorde des mini-crédits aux femmes pour qu'elles puissent acheter une chèvre et venir au besoin. On a acheté des machines à coudre pour qu'elles puissent faire des travaux et faire un peu d'argent.
Donc c'est dans ce style-là, c'est beaucoup plus loin. On paye aussi les études pour une fille Dalit. Vous connaissez les Dalits? C'est les intouchables. C'est la caste la plus basse qui officiellement n'existe plus, mais qui existe toujours. Donc c'est une fille brillante qui était passée par notre scolarité, qui a obtenu une des rares places en médecine pour les Dalits, mais ses parents ne pouvaient pas payer les études. Donc on aide dans ce sens-là, et pour pouvoir le faire, on a le droit de participer à des marchés comme le marché de Noël de Plaisance-du-Touche. Et moi, j'organise un marché de Noël le premier week-end de décembre. D'accord. Justement, pouvez-vous me parler de votre programmation? A priori, donc il y a beaucoup de musiciens indiens. Il y a à peu près, je dirais, 60% de concerts indiens. Le reste, ça peut être de la musique orientale, il y en a pas mal. De la musique chinoise, japonaise, aussi française. J'ai quand même invité de temps en temps mes ex-étudiants du conservatoire pour donner un concert ici. Mais la plupart, c'est musique du monde. Parce que ça nous fait voyager dans nos têtes. Donc, comment avez-vous vécu la ménopause? Alors la ménopause, tout le monde en parlait autour de moi. J'avais vu des collègues en souffrir, mais j'avoue que, à part quelques bouffées de chaleur, j'ai pas connu vraiment la ménopause. Et c'est par moments même une sorte de soulagement parce qu'on n'a plus besoin de prendre la pilule. Est-ce que vous êtes grand-mère? Hélas non. J'aurais bien aimé, mais ma fille ne souhaite pas avoir des enfants, donc je m'occupe parfois des petits-enfants des autres. Et qu'est-ce qui est important pour vous que vous aimeriez transmettre? Qu'il faut toujours rester dynamique, préparer aussi sa vieillesse. Il ne faut pas prendre la retraite et se dire le lendemain, bon, je ne vais plus au bureau, j'ai plus rien à faire. Ça se prépare, même à long terme. Il faut garder une passion pour savoir s'occuper. Et puis le reste, pour moi, c'est venu tout seul parce que, bon, on prend plus de temps, on a plus le temps aussi pour faire certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. Pour moi, ça n'a pas été un problème, pas du tout. Et il faut garder bien sûr le contact, que ce soit avec les anciens collègues ou des amis. Et ça, je l'ai vécu très intensément parce que malheureusement, pendant la Covid, je fais un AVC. Et ma fille était en Allemagne, elle n'avait pas le droit de venir. Et j'ai eu la chance d'avoir des voisins extraordinaires qui m'ont beaucoup aidé. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir eu un AVC dont j'ai récupéré. Parce que c'était pas évident. Il ne faut pas tomber malade en période de crise sanitaire. C'est vrai. Comment vivez-vous le fait de vieillir? La première fois que quelqu'un s'est levé pour moi, pour me céder la place dans le métro, ça m'a choqué un petit peu. Ça m'a donné un coup de vieux. Parce que je me suis dit, maintenant, ça doit se voir que t'es arrivé à un certain âge, au 3e âge. Mais je me dis, comme il faut toujours positiver, je me dis que j'ai eu la chance de faire partie de cette génération après-guerre, où on a eu un monde de paix vraiment extraordinaire, où on a su le savourer, parce qu'on connaissait les histoires de guerre de nos parents, et on n'avait pas les problèmes ni de réchauffement climatique, manque d'eau, etc. C'était vraiment une chance d'avoir vécu, bon, moi je suis née en 49, donc d'avoir vécu de 50 à 2000, où c'était vraiment une belle enfance, une belle jeunesse, où on pouvait voyager, ça ne coûtait pas les yeux de la tête. Je n'ai jamais voyagé autant que pendant ces périodes-là, quand j'étais étudiante. Hein, comme j'ai encadré les stages de l'Office franco-allemand pour la jeunesse dans le cadre de l'UCPA. L'hiver, je passais un mois à Chamonix en tant qu'animatrice interprète et je faisais du ski à côté. L'été, je passais un mois au moins sur la côte atlantique faisant du tennis et du grand voilier. Après, c'était le petit voilier et la planche à voile. J'étais une des premières femmes à faire de la planche à voile ici en Méditerranée. Ça me manque un petit peu de plus pouvoir faire physiquement certains sports. Moi, j'ai fait des régates en planche à voile, bon, je pourrais plus le faire. J'ai fait des courses de ski de piste, des slaloms. Je fais encore un peu de ski de fond, mais bon, c'est là qu'on voit les limites avec l'âge. Vous avez été donc une grande sportive? J'étais une grande sportive, oui. Mais j'adorais ça et tous les week-ends, j'étais à la montagne ou à la mer. Est-ce que vous avez l'impression que le regard des autres sur soi change en vieillissant? Je pense que ça peut arriver.
surtout quand on devient indépendant. J'ai cette chance pour l'instant de ne pas l'être. Mais il faut choisir des amis. Moi, j'ai des amis de tout âge. Et je pense que c'est très important de ne pas être uniquement avec les jeunes de son propre âge. J'ai des amis qui sont plus âgés, j'ai des amis qui sont beaucoup plus jeunes. Et on parle rarement d'âge. Ils me font sentir que je suis 3e ou 4e âge, comme on dit maintenant. Et qu'est-ce que la vieillesse vous apporte? La lenteur, d'avoir le temps de savourer certaines choses, moins de stress. Autrement, je m'en passerai des limites de la vieillesse, mais je fais en sorte de vivre le mieux possible. Est-ce que vous avez l'impression que le vieillissement de la femme en Allemagne, c'est un peu la même chose en France, ou est-ce que... Je ne veux pas faire des généralités, il y a un peu de tout partout. Comme il y a énormément de femmes, au moins dans ma génération, en Allemagne, qui n'ont pas travaillé ou qui ont fait de longues pauses pour élever les enfants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école qui durait toute la journée, donc il fallait travailler à mi-temps éventuellement. Et encore, c'était très souvent mal vu. On les appelait Rabenmutter, donc une mauvaise mère de laisser les enfants. En plus, il n'y avait pas de crèche comme en France. Donc ces femmes qui ont moins travaillé ressentent bien sûr moins le changement de ne plus travailler. Et quelles ont été les femmes inspirantes de votre vie, s'il y en a eu? Simone Weil, certainement, parce que je suis en admiration devant elle, elle qui a vécu les camps de concentration et qui après a tout fait pour qu'il n'y ait pas une animosité entre les Allemands et les Français. Après, j'aime beaucoup Frida Kahlo, la peintre. Je ne sais pas si vous connaissez Vandana Shiva, cette indienne philosophe, femme politique et écologiste qui s'est battue pour l'Inde et qui est une grande figure là-bas. Et moi, j'admire ce qu'elle fait, parce que le rôle de la femme en Inde, c'est en train de changer. Mais c'était quand même pas évident. Elle avait son rôle au foyer. Oui, le patriarcat est très très fort encore. Très très fort, oui. Mais c'est en train de changer, et ça a un peu déjà changé dans les grandes villes, mais à la campagne, on la remet vite à sa place. Et comme moi j'étais en Inde, j'ai discuté avec une femme qui avait mon âge, mais qui faisait pour moi comme une centenaire, qui n'avait jamais quitté son village, et qui me regardait et me dit: mais vous êtes là, où est votre mari, où est votre fils, C'était la première question. J'avais pas de mari, j'avais fait ce voyage en Inde toute seule, et j'ai pas de fils, j'ai que 2 filles, et elle ne comprenait pas. Donc quand on n'a pas de mari et de fils, il faut être protégé par un homme, ce qui n'était pas le cas. Vous vouliez parler peut-être de la différence entre français et allemand, non? Par exemple, être allemande en France, même en étant mariée, est-ce que ça a toujours été facile? Étant mariée, ça n'a posé aucun problème, mais j'ai quand même vécu des petites scènes qui me sont restées à l'esprit et qu'on ne dirait pas. J'ai eu des amis qui m'ont présenté en tant qu'hollandaise, pour ne pas dire que j'étais allemande. J'ai eu un collègue, c'était mon prof d'espagnol à la fac du Mirail. On était devenus amis. Il me dit: j'aimerais bien t'inviter à la maison, mais je vis avec mon père. Mon père est résistant espagnol et je peux pas lui amener une Allemande à la maison. Ce sont des choses qui blessent quand même. Et les premières années, quand je suis arrivée, donc je suis arrivée en 74, ça a dû être en 75 ou 76, il y a eu une bombe à l'Institut Goethe de Toulouse. Et c'était au moment des attaques de la Bonne Abadère, l'anarchiste allemand, d'extrême gauche. Et le gardien de mon immeuble me disait: écoutez madame, vous avez un nom tellement typiquement allemand, vous êtes en danger pour la résidence, veuillez enlever votre nom de la boîte aux lettres. C'est pas grand chose entre guillemets, mais Ça marque. Ça m'a marqué. Et ma fille, elle m'en a parlé que l'année dernière, elle a maintenant 39 ans. Elle m'a dit: maman, tu sais, j'ai souffert à l'école allemande, on nous appelait toujours les petits boches, voilà les petits boches qui arrivent. Si les enfants le disent, ça vient de leurs parents. Et je le regrette toujours, qu'il y a toujours, et c'était encore beaucoup plus au début de mes années, qu'il y a tant de films sur la guerre. Et quand les Allemands y apparaissent, toujours en tant que militaires, toujours avec une voix très forte, Jawohl, Befehl, schnell, schnell, etc.
Et les gens sont surprises quand ça m'arrive de lire une poésie en allemand, de voir la douceur de la langue allemande, et chanter, n'en parlons pas. Bien sûr, quand on vit dans deux cultures, on prend les meilleures choses dans les deux cultures. Par exemple, les fêtes un peu traditionnelles sont vécues très différemment pour Noël, l'Avent, pour Pâques, etc. Et j'aime bien garder ces traditions. Et en plus, je les introduis un petit peu ici, et les gens sont en général ravis de découvrir ce côté-là. Et quels sont encore vos rêves? Mes rêves, c'est de rester autonome le plus longtemps possible. J'ai encore des rêves de voyage, des rêves de rencontrer des personnes. Ça ne finira que le jour où je partirai définitivement. Comme de tous. Quelles sont vos limites? Bon, je pense que ce sont surtout les limites physiques, parce que bon, il y a certaines choses comme certains sports, comme je vous disais, on ne peut plus les faire. Les autres limites, ce sont les limites qu'on se pose de soi-même, je pense. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui entrent dans l'âge senior, que pourriez-vous leur dire? Comme je disais déjà tout à l'heure, le troisième âge, ça se prépare. Donc il faut y penser avant et pas uniquement « Oh, ça va être affreux ». Il faut s'entourer d'amis ou de famille, si on est plus famille ou si on a la chance d'en avoir pas trop loin. Il faut avoir des amis prêts, parce que Skype, c'est bien joli, mais c'est pas tout. Et il faut avoir une passion, d'après moi, pour vraiment aimer quelque chose. Ça peut être le volontariat, ça peut être un sport, ça peut être un sport doux, hein. Ça peut être le tricot, la musique, le handpan, la preuve, je l'ai commencé à 72 ans. Super. Bravo. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Je ne l'ai peut-être pas dit assez, il faut rester jeune dans sa tête. Si même physiquement on vieillit, on ne peut pas l'éviter. J'avoue qu'au général, on ne me donne pas forcément mon âge. Il faut rester jeune dans sa tête, faire des choses qui plaisent, rester avec des jeunes, discuter avec des jeunes, s'informer. Rester jeune dans sa tête, s'entourer de gens de différents âges, préparer sa retraite. Ce sont les conseils que je retiendrai de Ursula. Si vous souhaitez aller au prochain House Concert, renseignez-vous auprès de Ursula par email uhouseconcert@gmail.com. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Si vous l'avez aimé, partagez-le, laissez des commentaires ou contribuez à ma cagnotte Ulule pour le financement de mes podcasts. Lien dans l'introduction écrite. À la semaine prochaine.